Dans le but d'apporter plus de valeur à la plateforme Guerrier Mental, il fut question aujourd'hui de parler d'immobilier. Oui, parce que je reste convaincu d'une chose, c'est que si on veut posséder des richesses, si on veut posséder de la valeur, il faut qu'on s'investisse également dans l'immobilier. Et c'est la raison pour laquelle nous avons reçu un agent immobilier ici dans la ville de Omaha, Nebraska, qui nous a partagé son expérience en qualité d'agent immobilier. Il nous a parlé de tout ce qu'il y a à savoir si on veut se lancer dans l'immobilier. Et la chose a été tellement intéressante que je reste convaincu que vous allez être, pourquoi pas, édifié aujourd'hui par rapport à l'immobilier, à vous qui voulez vous lancer aujourd'hui. Oui, parce qu'on réalise une chose, c'est que quelque part, au bout d'un certain temps, on a comme l'impression que lorsque quelqu'un achète une maison, c'est comme si c'était quelque chose qui était comme si c'était un secret, mais alors que c'est simplement parce que les gens n'ont pas la bonne information. Et aujourd'hui, notre invité, justement, s'est porté garant de nous donner toutes les informations dont on avait besoin afin que toi aussi, tu peux, pourquoi pas être le prochain propriétaire d'une maison ici aux États-Unis. Reste jusqu'à la fin parce que je reste convaincu que tu vas être totalement bien informé de ce dont tu as besoin de faire pour acheter ta maison aujourd'hui ou pourquoi pas investir dans l'immobilier aux États-Unis. N'oublie pas deux choses. Tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième chose, tu partages la vidéo autour de toi parce que sois-en sûr, c'est que c'est en partageant la vidéo que tu vas donner plus des informations aux autres et que tu vas faire en sorte que nous puissions grandir davantage dans cette communauté et d'aller encore plus loin. Salut John. Salut Warren. Comment tu vas? Je vais très bien, toi? Ça va, ça va. Ok, merci. Ok, ben écoute, aujourd'hui on va un peu parler de toi. D'accord. Le truc c'est que j'ai réalisé que tu es quelqu'un d'assez intéressant dans la communauté et aujourd'hui j'ai un peu envie de parler de ton parcours. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, et les gens peut-être pourquoi pas qui vont découvrir cette interview, qui est John O? Ok, John O. Dit John Ouedraogo. Je suis originellement du Burkina Faso. Donc, je suis marié, père de 2 enfants. Ok. Et j'ai fait principalement le real estate, c'est-à-dire l'immobilier. Ok, ok, cool. Ben écoute, déjà, ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis? Je suis aux États-Unis depuis janvier 2015. Et j'ai atterri directement à New York où j'ai fait de janvier à décembre. Et je suis arrivé au Nebraska ici en décembre 2015. Ah, ok. Tu es passé par New York, tu as fait la Babylone. Exactement. En tout cas, c'était formateur. Parce que on dit que là-bas, c'est pas évident. Bon, ben, on a pu s'en sortir. Ok, cool. Mais normalement, quand tu viens ici, tu viens pour les études ou bien comment ça se passe normalement? Tu es venu pour les études ou bien tu es venu pour t'installer? Oui, la raison principale pour laquelle j'ai quitté New York pour venir au Nebraska, c'était beaucoup pour les études. Okay. Parce que pour moi, l'environnement, le cadre était beaucoup plus propice pour moi d'aller à l'école et de pouvoir en fait me prendre en charge. Et pour cela, je viens à peine même de graduer, de finir vraiment toutes mes classes à Bellevue University pour mon bachelor degree en intelligence et sécurité internationale. Ah, ok, cool. Voilà. Ok, cool. Mais normalement, aujourd'hui tu es un agent d'immobilier. Mais en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est que déjà au début, tu as fait l'armée, c'est cela? Comment ça a été en fait est-ce que tu peux un peu nous parler de ton passage à l'armée américaine en fait? Oui, le passage à l'armée américaine fut vraiment l'une des expériences que j'ai beaucoup aimé et je recommanderais à toute personne intéressée aussi d'expérimenter. J'ai joint l'armée en 2016 et tu sais, aux États-Unis, ici tu signes un contrat. Donc, moi j'ai signé un contrat de 3 ans.
Donc, je suis allé à la formation de base. Ensuite, je suis allé faire la formation professionnelle. Et après, on m'a mis dans le corps des ingénieurs de l'armée. Et chaque fois maintenant, j'étais dans l'armée en tant que part-time, c'est-à-dire à temps partiel. Ouais. Donc, chaque mois, nous partons faire en fait, des entraînements, des mises en... genre, pour pouvoir maintenir en tout cas la forme. Donc, c'est ainsi, je partais faire les différentes activités, je participais avec mon bataillon. Ouais. Et j'ai épuisé mes 3 ans de contrat et j'ai demandé en fait à me soustraire. Mais une chose qui est là, c'est que je dois toujours rester disponible au cas où il y a un problème majeur mondial où en fait on a besoin d'effectifs, que je puisse toujours répondre. Ah, ok. Voilà. D'accord. Donc tu es comme une forme de réserve en fait. Exactement. Ah, ok. Mais qu'est-ce qui fait la transition? Parce que tu viens de me dire là que tu viens d'avoir un bachelor en sciences quoi? En intelligence et sécurité internationale. Voilà, exactement. Mais qu'est-ce qui fait la transition entre le fait que tu as ce bachelor-là, mais tu t'intéresses à l'immobilier en fait? Bon, je m'intéresse... Qu'est-ce qui a été le déclic en fait? Ok. Le déclic vraiment pour l'immobilier, c'est que j'avais commencé à me cultiver un peu sur l'immobilier. Et j'ai vu aussi qu'il y a un besoin créé au sein de la communauté, surtout africaine, au Nebraska ici. Donc, j'ai regardé, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'agents de real estate, d'agents immobiliers en fait, qui parlent français dans la communauté. Et bon, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup intéressé parce que j'aimerais faire quelque chose réellement que j'aime et qui rend service à des familles. Et pour moi, l'immobilier était vraiment la réponse parce que à la fois, c'est un moyen aussi pour créer et de la richesse pour ma propre personne, mais aussi à rendre service à beaucoup de familles en leur trouvant des toits. Et aussi à rendre service à mes compatriotes africains, tout en les aidant en fait à découvrir les rouages de l'investissement dans l'immobilier. Wow, je trouve que ton projet est très noble, effectivement, c'est vrai, parce que tout ici est en anglais, et le truc c'est que beaucoup de personnes viennent ici et ils ne parlent pas directement l'anglais quand ils arrivent. Donc du coup, avoir ce genre d'informations en français, c'est carrément quelque chose de vraiment très estimable. Pour revenir au déclic en fait, entre la transition entre l'armée et puis l'immobilier, bon, j'ai fini mon service en fait dans l'armée. Et c'est au même moment où je m'intéressais en fait à l'immobilier. Mais pendant que je partais, j'étais toujours dans l'armée, je prenais mes cours à l'université. Donc bon, je ne prenais pas beaucoup de classes, ce qui a fait que ça m'a pris un peu de temps. Mais quand j'ai fini l'armée, bon, en même temps, j'avais commencé à prendre les cours aussi sur l'immobilier. J'ai passé mon examen, j'ai eu ma licence. Et il se trouvait que c'est le même moment où mon contrat avec l'armée finissait. Donc, je faisais réellement une transition à temps plein dans l'immobilier. Ah, ok. Mais voilà, parle-nous un peu de l'immobilier aux États-Unis. Est-ce que c'est aussi compliqué d'avoir une maison aux États-Unis? Bon, la réalité, c'est qu'il n'est pas aussi compliqué d'avoir une maison aux États-Unis. Je dirais qu'il est encore plus simple d'avoir une maison aux États-Unis que d'avoir une maison chez nous, en Afrique. Je parle du cas du Burkina Faso. Par exemple, si tu veux une parcelle rien que dans la ville de Ouagadougou, il te faut au minimum 3, 4, 5 millions de francs CFA. Donc, si on va convertir de façon terre à terre seulement environ peut-être $10 000 pour pouvoir même s'acquérir rien que la parcelle. Ensuite, tu vas construire. Tu vois, ça prend du temps. Mais ici aux États-Unis, il suffit seulement de savoir se comporter financièrement. C'est-à-dire, si tu sais comment gérer ton crédit score, tu peux déjà avoir les faveurs de la banque. Et maintenant, avec un agent immobilier, il peut t'accompagner auprès des différentes banques pour pouvoir te donner en fait un prêt. Maintenant, pourquoi je dis que ce n'est pas compliqué d'avoir une maison ici? Dès que ton crédit score est bon, tu n'as pas besoin de beaucoup de moyens pour payer une maison. Même avec un minimum de 2 millions de francs CFA, tu peux déjà avoir une maison dans laquelle tu vis.
Et maintenant, chaque mois, tu fais des paiements à la banque. Tu as pris le prêt à la banque et tu fais les paiements. Mais au fil du temps, la maison acquiert de la valeur ajoutée. Et cette même valeur ajoutée peut être un outil financier pour toi que tu peux utiliser pour aller investir sur d'autres propriétés. Genre sur ta deuxième maison et ainsi de suite sur la troisième. Et tu es en train d'évoluer dans ce sens-là. Donc, il n'est pas obligé, il n'est pas réellement compliqué d'investir dans l'immobilier ici. Il suffit seulement de savoir comment s'y prendre. Tout à fait. En fait, c'est ce qui manque souvent, c'est l'information en fait, est-ce que tu vois. Et c'est bien que tu nous parles de ça. Mais quand tu parles en termes de crédit, par exemple, quel est le bon crédit pour commencer? Pourquoi pas? C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de rent une maison, c'est-à-dire louer une maison. À quel moment ils peuvent peut-être se dire que bon, là j'ai peut-être pourquoi pas le bon nombre de crédits pour pouvoir postuler en fait. Quel est le crédit requis en fait? Le crédit requis dépend en fait des banques. Il y a certaines banques qui ne sont pas très rigoureuses sur le crédit minimum. Donc, certaines banques peuvent aller jusqu'à 580. Si ton crédit score est à 580 déjà, ils peuvent te financer. Mais la différence entre celui qui a un crédit score bas et puis celui qui a un crédit score élevé, c'est que celui qui a un crédit score élevé, genre au-delà de 700, a beaucoup plus de chances d'avoir un taux d'intérêt plus bas. Parce que lui, son risque est beaucoup minimisé par rapport à celui qui n'a pas un bon crédit score. Parce que la banque, le système financier juge comme quoi, si tu n'as pas un bon crédit score, c'est parce que tu représentes un risque financier en fait pour la banque. Donc ton risque est plus élevé pour qu'on puisse te donner en fait de l'argent facilement comme ça. Et lorsqu'ils te donnent de l'argent, ils te chargent aussi un taux d'intérêt plus élevé pour être sûr qu'au moins, bon, ils essaient d'équilibrer en fait le risque qu'ils sont en train de prendre. Ok, mais qu'est-ce qu'on appelle concrètement un taux d'intérêt pour les gens qui sont, voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ok, donc disons que la banque te prête de l'argent, genre 100 000 $, et que le taux d'intérêt annuel c'est 3,5%. Donc le taux d'intérêt, en fait, l'intérêt c'est juste le profit que la banque doit faire sur l'argent qui t'ont emprunté. Voilà. Donc, mais quand tu payes, par exemple, ton paiement mensuel, en réalité, il y a le principal, c'est-à-dire tu dois rembourser d'abord le principal que la banque t'a donné, plus maintenant l'intérêt, c'est-à-dire eux leur profit. Et ensuite, maintenant, tu vas ajouter les taxes et puis l'assurance. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est réellement en fait le profit que la banque doit faire sur l'argent qu'ils t'ont accordé. Voilà. Donc, ça veut dire que concrètement, celui qui a un crédit, par exemple, de 500 et quelques, peut se retrouver en train de payer par mois peut-être autour de 1 000 $, peut-être, ou bien 700, 800 par là. Oui, en fait, le paiement mensuel que tu dois verser à la banque est relatif en fait, au prix d'achat de la maison. Voilà. Quelqu'un qui paye une maison de 200 000 $ aura à payer peut-être un paiement mensuel plus élevé que quelqu'un qui a une maison de 100 000. Même si le taux d'intérêt en fait est différent. Mais le taux d'intérêt peut vraiment varier jouer sur le paiement mensuel lorsque on parle sur le même prix d'achat. Genre disons 100 000 $, 100 000 $ prix d'achat. Et quelqu'un, le premier, il a 4,5% comme taux d'intérêt, et le deuxième, il a 3,75 et 2,75 comme taux d'intérêt. Tu vas voir que le paiement mensuel sera vraiment différent parce que bon, 4,5 de 100 000 est différent de 2,75 de 100 000. Voilà. Waouh, c'est des très bonnes informations que tu nous donnes aujourd'hui parce que clairement, je reste convaincu qu'à la sortie de cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui vont pourquoi pas comprendre un peu le mythe qu'il y a autour du fait d'acheter une maison. Oui, parce que le constat fait, c'est qu'on a l'impression que dans la communauté, en fait, quand quelqu'un a acheté une maison, c'est comme si ça relevait du secret, en fait, est-ce que tu vois? C'est comme si on a l'impression que les autres dans la communauté ne veulent pas donner les informations aux autres, est-ce que tu vois? Mais par rapport à cela, par exemple, quand quelqu'un achète par exemple sa première maison, au bout de combien de temps il peut avoir la possibilité de prendre une deuxième maison?
Est-ce que tu peux un peu nous expliquer un peu le mécanisme qui est autour de ça? Parce que souvent, je vois beaucoup de personnes, ce qu'ils font souvent, c'est qu'il a pris une deuxième maison, après quelques temps, après il se retrouve à prendre une deuxième, une troisième, il vend. Comment est-ce que ça se passe en fait, ce processus-là? Ok. Quand tu payes une première maison, généralement les banques te considèrent comme first time home buyer. Ok. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de programmes disponibles par le gouvernement pour pouvoir aider ceux qui payent leur maison pour la toute première fois, de sorte à ce qu'ils arrivent à minimiser en fait le coût d'achat de la maison. Voilà. Maintenant, lorsque tu veux payer une deuxième maison, sans pour autant avoir vendu la première, cela veut dire que la deuxième maison est à but lucratif. C'est pour but commercial. Donc à ce moment, la plupart des banques vont te demander de pouvoir au moins faire une avance de 20% du prix d'achat et la banque maintenant va compléter le reste. Voilà. Donc, tant que tu peux avoir les 20% du prix d'achat de la deuxième maison, il n'y a pas de limitation. Voilà. Seulement, beaucoup de gens arrivent au moins, préfèrent attendre un peu après avoir payé la première maison, que la valeur de la première maison ajoute, que si la valeur augmente de presque 20 000 ou bien 30 000, au bout de 2 ans, 3 ans, ou bien 4 ans, ils peuvent repartir vers la banque pour leur dire, ah, voilà ma maison que j'ai payée il y a 3 ans, il y a 4 ans à 100 000 $. J'ai payé un professionnel qui est venu évaluer la maison et la maison maintenant coûte 140 000. Est-ce que je peux avoir 20 000 $ sur les 40 000 $ en fait, de valeur ajoutée pour aller faire la caution ou bien l'avance des 20% pour prendre une maison de 100 000 $ que je vais louer à quelqu'un. Voilà. Tant que ce mécanisme-là est possible, tant que tu peux avoir la possibilité de trouver les 20% pour ce qu'on appelle le down payment de la deuxième maison, il n'y a pas de problème. Ok. Mais maintenant, dans l'immobilier aux États-Unis, est-ce que tu peux un peu nous citer un peu les différents types de genres d'immobilier dans les États-Unis en fait? C'est-à-dire, je sais que souvent les gens qui sont spécialisés dans les commercial property et les autres qui sont spécialisés sur... en fait, comment est-ce qu'on peut bien comprendre ça en fait? Comment on peut comprendre les différentes étapes de l'immobilier aux États-Unis en fait, de façon concrète? Bon, la question est un peu, c'est un peu général, mais je vais juste répondre ça à ma compréhension. Voilà, juste dans l'immobilier, il y a plusieurs acteurs. Il y a les agents d'immobilier, il y a aussi les inspecteurs. C'est-à-dire quand tu payes une maison, tu peux aller et tu payes des services pour aller inspecter la maison, voir la condition réelle de la maison, s'il y a des problèmes ou pas. Donc sur la base de cette inspection, tu peux décider de payer ou de ne pas payer la maison, ou bien de demander au vendeur de faire des réparations. Il y a aussi les évaluateurs, qu'on appelle appraisers. Ces évaluateurs, eux aussi, ils partent faire comme une autre sorte d'inspection, mais c'est pour donner la valeur réelle de la maison. Parce que la banque ne va pas payer une maison qui est au-dessus même de la vraie valeur. Donc si la valeur de la maison c'est 100 000 $, la banque ne va pas financer si tu peux payer ça à 110 000 $. Donc c'est l'avantage en fait de l'évaluation. Et il y a la banque aussi qui intervient en fait dans l'achat de la maison, c'est-à-dire le financement. Il y a aussi une autre structure qu'on appelle Title Company. Eux, dans notre système francophone, ils sont plus ou moins comme des notaires. Donc ils sont chargés de délivrer un titre foncier en bonne et due forme sans litige et aussi de prendre les fonds de la part de la banque au nom de l'acheteur pour pouvoir les transférer en fait au vendeur. Et c'est eux maintenant qui font la répartition maintenant entre qui doit prendre quoi, qui doit prendre combien. Vous voyez. Maintenant, il y a deux types principalement de choses. On dit commercial real estate et puis residential real estate, de nature. Commercial, c'est beaucoup plus focalisé en fait sur les appartements, les bureaux, en fait les immeubles, ou bien
tout ce qui est juste commercial. Maintenant, residential, c'est beaucoup plus là où les gens vivent. En fait, genre ta propre maison. Voilà, une maison singulière comme ça. Voilà, ça fait partie des residential. Ou bien les villages jumelés. Tu vois. Donc, beaucoup plus ceux qui payent pour vivre à l'intérieur, et ils sont la plupart du temps des residential. Mais les immobiliers, en fait, à but commercial et autres, ils sont beaucoup plus, en fait, classés dans la catégorie des commercial real estate. Ok. Mais maintenant, j'entends aussi qu'il y a le real estate aussi dans les mobile homes. Yeah. Est-ce que c'est quelque chose qui marche bien? Les mobile homes, ça marche bien. Maintenant, la différence entre les mobile homes et puis les single family homes, c'est que le mobile home, tu ne possèdes pas la terre. Tu n'as pas le droit sur la terre. Et c'est souvent des contrats où on te dit, bon, tu payes la maison, mais la terre, là, tu peux en fait implanter la maison juste pour un bout de temps. Donc, et vous allez avoir en fait des clauses envers le vrai propriétaire terrien. Donc, ça fait qu'une maison mobile home n'a pas forcément la même valeur ou bien la même attirance qu'une maison single family qui est vraiment construite sur la terre. Et la terre, en fait, la maison va avec les droits liés à la terre. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs aussi qui sont beaucoup plus focalisés sur les mobile homes. Et ça marche bien dans les grandes villes où c'est vraiment difficile d'avoir la terre. Mais bon, pour des villes comme Omaha, c'est un domaine aussi qui est en train de prendre. Et bon, ça dépend vraiment de chacun, vraiment ses goûts, quoi. Voilà. Mais maintenant, depuis que tu es agent immobilier, quels sont les challenges que tu rencontres au quotidien, en fait? Ok, moi, les challenges que je rencontre au quotidien, c'est réellement, en fait, je ne dirais pas, le fait que je sois africain, c'est à la fois un challenge, mais c'est aussi un atout pour moi. Parce que je suis sûr que si j'arrive dans un endroit, puisque le milieu immobilier aux États-Unis ici est beaucoup plus dominé par les Blancs. Donc, moi, en tant qu'Africain, si j'arrive dans un coin, on peut ne pas remarquer peut-être tout le monde, mais on saura quand même que bon, il y avait un Africain coloré dans les endroits. Voilà. Mais en même temps aussi, ça peut être souvent aussi des défis où il faut aller vraiment au-delà des efforts simples pour pouvoir être à niveau. Tu vois. Mais jusque-là, je n'ai pas eu de problème sérieux comme ça. J'ai toujours aussi compté sur le bouche à oreille. Parce que je crois fermement que si je délivre un service de qualité, quelle que soit la race de la personne, ils sont à même de venir ou de recommander aussi mes services. Voilà. Donc, pour un départ, effectivement, j'ai besoin d'acquérir la confiance aussi de ma communauté, de ceux qui me connaissent. Et c'est de là maintenant qu'ils vont parler de moi à d'autres personnes. Et tant que je continuerai de délivrer un service de qualité, je peux compter toujours sur leur confiance. Très bien. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de tomber sur un client qui n'a pas, par exemple, aimé la maison, ou bien, par exemple, quelqu'un qui n'a pas bien conclu un deal, quelqu'un qui était énervé? Comment est-ce que tu as géré les choses si ça t'est déjà arrivé? Oui, ça arrive plusieurs fois que vous partiez pas monter des maisons à des clients qui n'aiment pas. Et ils ont le droit aussi de ne pas aimer. Voilà. Donc, moi, mon travail, c'est de montrer autant de maisons aux clients jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose qui lui plaît. Voilà. Donc, quand c'est des situations pareilles qui arrivent, je comprends aussi que c'est la nature du travail. Et j'essaie aussi de discuter avec le client pour savoir exactement quels sont ses besoins. Parce que si tu me dis que tu veux une maison qui a seulement que 3 chambres, 2 douches, mais que plus tard je me rends compte que tout ce sur quoi tu es vraiment orienté, c'est des maisons de 4 chambres, 3 douches, qui sont à un certain standing. Bon, il faudrait bien qu'on discute pour que je sache si tu as changé vraiment de critères ou pas.
parce qu'à ce moment, ça va me faciliter le travail si effectivement je sais ce dont tu as besoin. Tu vois. Donc, quand je rencontre des difficultés pareilles, je pense que c'est le bon moment de discuter avec le client pour pouvoir savoir quelles sont ses motivations en réalité. Ouais. Et c'est à ce moment que je peux mieux servir la personne. Sinon, les difficultés ne peuvent pas manquer. C'est la nature aussi du travail qui est comme ça. Mais la communication est très importante dans cette industrie-là. Ouais. C'est vrai que la communication, c'est vraiment la clé parce qu'il y a des gens parfois il y a des clients qui sont compliqués, bien sûr. Ça arrive. Tout le temps. Mais tu vois, l'essentiel c'est qu'à la fin de la journée, à la fin de la transaction, quand le client prend ses clés et qu'il intègre sa maison et il est content avec sa famille, tu oublies toute la souffrance ou bien tous les défis que vous avez eu à traverser. Donc, il n'y a qu'une seule chose qui vous lie maintenant, c'est la joie d'avoir moins satisfait quelqu'un et eux aussi la joie d'avoir une maison qui va leur plaire. Ok, bien, tout à fait, c'est bien vrai. Est-ce que tu as déjà quand même aidé une bonne communauté africaine à avoir des maisons ici? Oui, j'ai aidé beaucoup de personnes en fait dans la communauté africaine à avoir des maisons. Et je peux dire que moi, la plupart de ma clientèle vient de la communauté africaine. 85 ou 90%. Wow. Voilà. Donc, pas forcément des Burkinabés, mais la communauté africaine en général. Et c'est ça vraiment qui montre que nous partageons vraiment une chose en commun. Et ce n'est pas en fait l'origine ou bien le pays qui compte, mais le lien direct qu'on a entre nous. Voilà, tu vois. Donc, j'aide beaucoup de personnes en fait dans la communauté à acquérir des maisons et mon objectif vraiment est de pouvoir aussi accompagner ces jeunes Africains à investir dans l'immobilier. Non pas seulement payer une maison pour vivre dedans, mais aussi aller au-delà pour pouvoir investir. Parce que comme on le dit, posséder une maison aux États-Unis, c'est un outil financier. On peut développer ça plus tard, mais retenez bien que posséder une maison, c'est un outil financier. Tout à fait. Mais est-ce qu'au-delà du fait que, c'est vrai que tu es agent immobilier, est-ce qu'il t'arrive aussi parfois, par exemple, quelqu'un veut par exemple ouvrir un restaurant ou un magasin, est-ce qu'il peut te contacter pour l'aider à trouver un local en fait? Oui, absolument. Et puisque tout ce qui est comme propriété vraiment immobilière, c'est mon domaine. Voilà, donc il y a des gens qui cherchent des maisons pour vivre, il y a d'autres aussi qui cherchent des bureaux où ils veulent travailler. Certains aussi cherchent par exemple des garages où ils peuvent faire leur garage de mécanique. Donc tout ce qui est comme besoin immobilier, que ce soit en termes d'information ou bien en termes vraiment de trouver un local, je suis ouvert pour ça. Ok. Ben écoute, normalement, si on veut rentrer en contact avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver en fait? Si on voulait me rentrer en contact avec moi, je sais que chaque fois que la personne va te contacter, elle peut me trouver à n'importe quel moment. Mais aussi mon numéro de téléphone, c'est le 402 319 62 87. Et mon email, je sais que peut-être dans la vidéo, tu peux mettre ça en bas. Voilà, donc à tout moment seulement par message ou bien par appel ou bien sur Facebook aussi. Tu peux taper John Ouedraogo et vous allez me trouver. Ok, cool. Ben écoute, je sais que là tu es en train de tu dois partir, là tu as un rendez-vous tout à l'heure là, donc on va essayer de te libérer, mais au-delà de tout ce qu'on a pu échanger avec toi, c'est vrai que tu es très soutenu dans la communauté et ça fait plaisir de savoir que les frères africains te soutiennent et c'est très bien. Au-delà de tout ce qu'on a pu dire, quel est ton message aujourd'hui pour la communauté africaine qui vit aux États-Unis actuellement en fait? Parce que c'est vrai que tu as parlé du fait que ce serait bien d'acquérir l'immobilier, non seulement pour vivre, mais aussi pour faire le business. Mais en même temps aussi, quel est ton mot de fin que tu veux donner à la communauté africaine qui te soutient depuis ton journey dans cette aventure
en qualité d'agent immobilier, qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui? Bon, moi, le premier mot que j'ai dit à la communauté africaine, c'est merci pour ce support. Parce que, quoi qu'on dise, depuis les 6 derniers mois, j'ai fait partie des 50 meilleurs agents de Nebraska Realty. C'est bien ça. Félicitations. Nebraska Realty, nous avons près de 900 agents. Donc, bon, c'est pas vraiment pour me vanter, mais je suis vraiment content et je suis reconnaissant avec la communauté africaine, grâce à qui réellement je suis là où je suis. Et mon objectif aussi, c'est de continuer toujours de rendre service à la communauté africaine et de me dévouer une abnégation totale pour pouvoir au moins rendre service à ceux qui me font confiance, ceux qui ont besoin vraiment de mon aide, de mes services immobiliers. Ce que je dirais aussi à la jeunesse de la communauté africaine, c'est qu'il est important qu'on puisse ensemble créer des entreprises. Créer des entreprises, que ce soit en ligne, que ce soit n'importe quel type d'activité, que ce soit aussi une entreprise qui va se lancer dans l'investissement immobilier, ça sera très important. Je sais que j'ai un groupe d'investisseurs africains. Bon, ils se mettent en groupe et je les accompagne en tant que leur agent immobilier. Et mon objectif, mon travail, c'est de leur trouver des maisons à but d'investissement qui répondent vraiment à des critères où ils peuvent revendre ces mêmes propriétés.